Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle session de lecture sur En toute puissance de V6. Nous sommes donc à une nouvelle partie qui est lancer l'alerte, confrontation. Donc du coup, on va pouvoir entamer la lecture. Donc on est toujours sur la même session de lecture que la précédente VOD. Il y a juste une petite pause repas. Là, je suis en phase de digestion. Voilà, là j'ai mangé, j'ai pris mes cachets. Je suis en mode un peu détente. Peut-être que je serai un peu plus fatigué que d'habitude, c'est possible. Après tout, la digestion, c'est l'effet, c'est souvent l'effet. Bon, lançons-nous comme d'habitude. N'hésitez pas éventuellement dans le chat ou en commentaire à poser des questions si vous en avez. Si vous avez besoin de mieux travailler une notion et que vous avez besoin qu'on rééchange dessus, n'hésitez pas évidemment à mettre éventuellement un petit partage si ça vous évoque quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous avez vu, quelque chose qui vous intéresse, bien entendu. Et n'hésitez pas, bien entendu également, je le dis beaucoup bien entendu, hein, voilà, c'est mon moment, c'est le mot du moment, voilà, bien entendu, ça va être le mot du moment, ça va être l'expression du moment. N'hésitez pas à venir sur Guilded où on échange quand même pas mal, et que bah, si ça vous intéresse, on peut tout à fait échanger sur le sujet. Donc voilà, c'est les petits points habituels. Confrontation, lancer l'alerte. Tous les témoignages que l'on a vus et que l'on verra dans les prochains chapitres ont lancé l'alerte à leur manière, en informant de ce qui s'était passé. Via les études universitaires, via différents médias, via l'exposition de ce qui était caché et peu connu. C'est en soi une confrontation aux environnements malsains, puisqu'ainsi les personnes peuvent savoir comment l'entreprise se comporte. Elles découvrent des mécanismes, des processus, des buts dont elles n'étaient pas au courant. Cela permet de les reconnaître lorsqu'on les vit soi-même, et donc faire s'effondrer rapidement les illusions pseudo-libres en nous, ne pas y participer, voire développer des désobéissances plus rapidement, ou construire des environnements contre-exemples de ceux-ci. Cela permet de reconstruire des mythologies politiques qui sont complètement déconnectées de la réalité. Prenons Norbert par exemple, qui a témoigné du cauchemar qu'était le benchmark, tant sur les autres qu'il harcelait continuellement, qu'ensuite sur lui. Ce témoignage permet de voir concrètement ce qu'est cette méthode et les conséquences déshumanisantes qu'elle produit. Et pourtant, le discours politique sur le benchmark le valorise. Que de savoir ce que fait Coupure VOD, mais je te le redemanderai quand tu ne seras pas en train de tourner sur YouTube. Non, non, j'ignore pas le message. En fait, c'est parce que c'est important de le dire aussi, parce que des fois les gens le mettent un peu au pif. En fait, ça me lance un compteur. J'essaie de faire des VOD d'à peu près 1 heure. Et du coup, en fait, simplement, ça me met un marqueur, en fait. Et du coup, ça me met un décompte. Et je vois quand ça fait à peu près 1 heure. Généralement un peu plus pour couper la VOD. Et c'est vrai que je préfère le dire en fait en VOD parce que mine de rien, il y a des gens qui des fois viennent avec les meilleures intentions du monde et qui mettent le marqueur de VOD alors qu'il ne faut pas. Parce qu'en fait, il ne faut mettre le marqueur de VOD qu'au moment où on lance la VOD. Parce que sinon, en fait, il y a un décompte, on ne peut pas remettre le marqueur de VOD avant qu'1 heure se soit passée. Donc du coup, quand il y a des gens qui veulent mettre un marqueur de VOD alors que je ne l'ai pas demandé, que je ne l'ai pas sollicité, bah, parfois ça fait fausser le décompte et c'est chiant. J'ai un chat qui est un peu relou. Vous allez voir très très vite pourquoi. Voilà. Là, elle est en train de gratouiller un écran. Elle est en train de gratouiller l'écran. C'est génial. Qu'est-ce que tu veux, Brindille? Tu veux quelque chose? Tu veux dire bonjour aux gens? C'est ça? Tu peux montrer ta belle petite bouille? Je montre aussi de temps en temps les chats, hein, sur YouTube, vous pouvez me remercier, je vous mets des moments chats, voilà, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Un meuble puce, bah oui, regardez-la comme elle squatte. Regardez-la comme elle squatte. Voilà, regardez comme elle est choupie. Voilà. Vous avez vu cette petite boubouille là? Hein? Vous avez vu comme elle est boubouille? Moi qu'elle est boubouille, mon petit boubouille. Mouah. Potentiellement, quand tu auras autant de viewers que Gotaga, si un jour ça arrive, tu transformeras en une commande Wizbot ou autre que seuls les modérateurs peuvent utiliser. Tout à fait. Clairement, oui. Si un jour on est effectivement très nombreux, oui, clairement. Clairement. C'est juste que là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais en vrai, le truc qui risque de se passer, c'est tout simplement que je mette que pour moi. Je mettrai que pour moi. Là, il n'y a qu'une seule personne qui est modérateur ici. Tu veux pas, genre, ne pas rester en plein milieu, s'il te plaît? Voilà, merci. T'es gentil, hein, mais t'es relou en plein milieu. Pour l'instant, il n'y a que Anémone qui est modératrice, qui du coup est ma femme. C'est la seule personne qui est modératrice ici. Et je pense pas forcément spécialement en mettre d'autres parce que j'aime pas l'idée de faire travailler des gens qui du coup ne seraient pas rémunérés. Et j'ai clairement pas les moyens de rémunérer. Donc pour l'instant, c'est pas près d'arriver qu'on ait des modos. Concrètement. À terme, peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Si un jour, effectivement, j'ai des milliers de viewers constants,
Peut-être que ce sera nécessaire et peut-être que j'aurai le revenu nécessaire pour du coup payer quelqu'un pour faire le travail de modération. À l'heure actuelle, c'est pas le cas et c'est pas près de le devenir. C'est juste que si on a beaucoup plus de viewers et qu'effectivement ça arrive de manière un peu récurrente que des gens utilisent le marqueur sans raison, je vais juste me contenter très simplement en fait de juste me mettre moi. Pour le coup, ça va être très rapide. Ça va être moi. Moi, j'ai 3 écrans à l'heure actuelle. Il faut savoir que mon setup, c'est 3 écrans. Donc concrètement, j'ai les infos annexes pas très importantes qui sont là à gauche. J'ai l'info principale au milieu et je vous ai vous à droite, avec le retour de stream et tout ça. Donc du coup, concrètement, ce qui va se passer, c'est que j'ai juste à faire pousser ma souris à droite et à cliquer sur le marqueur de VOD moi-même. Donc vraiment, ça va être simple à faire. Ça va être simple à faire. Mais merci du conseil. Du coup, reprenons la lecture. Benchmarker, c'est la santé. J'adore la langue française et je voudrais que mesdames et messieurs les académiciens fassent un jour entrer dans notre dictionnaire le mot du benchmarker. Car il manque. Benchmarker, c'est comparer, c'est étalonner, c'est mesurer, ou plus exactement, ce sont ces 3 actions à la fois. Benchmarker, c'est évaluer dans une optique concurrentielle pour s'améliorer. Benchmarker, c'est dynamique. C'est une grande incitation à ne pas rester immobile. Se benchmarker, c'est oser regarder dans le miroir son reflet objectif, plutôt que de refuser de voir les choses en face et de se mettre la tête sous son aile. Se benchmarker, c'est être réaliste, c'est se donner les moyens du pragmatisme. C'est savoir qu'on n'est pas seul au monde, qui est le centre du monde. C'est refuser l'illusion qui empêche de grandir. Benchmarker, un produit ou un service ou une idée, c'est l'apprécier à l'aune des critères pluriels, qu'il nous semble maintenant dans un monde où la qualité est à la fois un droit et un devoir. Benchmarker ses équipes, c'est tout faire pour accroître le niveau de compétence de nos salariés. C'est ne pas avoir peur d'embaucher des pointures en diplôme ou en talent. C'est ne jamais oublier que le niveau des joueurs conditionne souvent la division dans laquelle on va se battre. Ah, c'est beau ça. Ça vient d'où ça? Qu'on rigole, ça vient d'où? Déclaration de Madame Laurence Parisot, présidente du MEDEF, sur l'intérêt pour les entreprises de se comparer et son slogan benchmarker c'est la santé, ainsi que sur la modernisation du marché du travail, Bruxelles le 8 février 2008. Mais quel enfer! Mais quelle vision de l'enfer néolibéral du cul, quoi! Oh, oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh là là! Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer! C'est horrible. C'est horrible. Il y a rien qui va dans ce discours, hein. Il y a rien qui va dans ce discours, hein. Encore une fois, on est dans cette vision, alors déjà méritocratique, hein, tu as ce que tu mérites, alors que c'est du flan, mais voilà, c'est pas grave. Derrière, tu as aussi la vision du non, mais si on te compare, c'est pour ton bien, alors que non, si tu mets en concurrence les gens, tu ne pousses qu'à une seule chose, c'est au combat et au conflit. Et notamment, les études en sciences sociales l'ont montré, l'ont démontré dans les entreprises qui ont le plus de mise en avant justement des rhétoriques de, comparaison, voilà, de comparaison, qui ont le plus de rhétorique justement sur la compétition entre employés, on observe le plus de comportements non citoyens, on observe le plus de sabordage du travail des autres. Autrement dit, dans les entreprises où on met en avant justement le fait qu'il faut se comparer aux autres, qu'il faut justement gagner et gagner contre les autres, la seule chose qu'on constate, c'est que ça pousse surtout non pas les gens à être plus efficaces, mais à aller saborder les autres, à venir poutrer le travail des autres pour que du coup ils soient moins efficaces que vous. Ça ne vous pousse pas à être mieux, ça vous pousse à mieux saborder les autres, c'est tout. C'est quand même incroyable du coup d'avoir ce genre de discours. C'est même pas rationnel. Ils te mettent en avant se donner le moyen du pragmatisme. Ce n'est même pas pragmatique. Ce n'est même pas pragmatique. D'un point de vue purement pragmatique, les études en sciences sociales te montrent que si tu mets les gens en compétition, la seule chose qui va se passer, dans la quasi-totalité des cas, c'est qu'on va essayer de s'aborder le travail des autres. Donc on n'est pas plus efficace, on réduit l'efficacité de l'entreprise. Donc, d'un point de vue purement pragmatique, tu es censé faire tout sauf mettre les gens en concurrence. C'est complètement aberrant. C'est d'une aberration, mais sans nom. C'est insane. Enfin, moi, ça me rend fou. Ça me rend mais complètement fou de voir ce genre de discours de merde en plus, te dire que benchmarker c'est dynamique et ainsi de suite. Mais non, surtout qu'en plus,
un truc qui me tue, c'est qu'elle dit que c'est se comparer, c'est étalonner, c'est mesurer, et plus exactement, ce sont les 3 actions à la fois. Benchmarker, c'est évaluer dans une optique concurrentielle pour s'améliorer, c'est dynamique, c'est une grande incitation à ne pas rester immobile, c'est se regarder dans le miroir, son reflet objectif, plutôt que de refuser de voir les choses. Ça n'a pas de sens, puisque le benchmarker, c'est se comparer tout le temps, à chaque instant, par rapport aux autres. Or, du coup, ce n'est pas se regarder objectivement, puisque ça dépend du contexte. C'est avoir un regard qui va strictement changer en fonction du contexte constamment. Donc ce n'est absolument pas se regarder de manière objective. Si tu te regardes en fonction du contexte et que ce contexte est changeant, tu te regardes pas de manière objective. Ça n'a pas de sens. Enfin, vraiment, moi ça me tue. Si on compare les gens, c'est en tentant de booster la productivité par le biais de la compétitivité, sauf que ce n'est pas viable sur le moyen et le long terme, tout à fait. Vu que du coup les gens se mettent à s'aborder les autres, notamment, et puis surtout à s'épuiser aussi. Tu as les deux trucs en même temps. Tu as d'un côté les gens qui vont se saborder les uns les autres, qui du coup forcément vont faire baisser l'efficacité générale, mais en plus de ça, tu as les gens qui du coup vont se donner à fond, que ce soit pour essayer d'être plus efficace et s'aborder les autres, qui du coup s'épuisent, qui du coup de fait sont moins efficaces aussi. Donc en fait, tu as 2 leviers en même temps qui tous les 2 baissent l'efficacité. Génie sur 20. Pour ma part, je suis un équilibre entre compétition et comparaison. J'avoue que moi, la compétition, c'est quelque chose qu'il faut virer. Moi, ce que me montrent les recherches en sciences sociales et notamment les travaux que j'ai pu mener, c'est que la compétition n'est pas intéressante. En fait, la compétition n'est intéressante qu'à court terme, et sur le moyen et long terme, et notamment d'un point de vue humain, elle n'est jamais intéressante. Elle n'est jamais intéressante. Notamment sur les conséquences écologiques, sur énormément de choses. La compétition n'amène jamais à quelque chose d'intéressant sur le moyen et le long terme. Sur un court terme, effectivement, c'est là où tu vas avoir des résultats et notamment d'efficacité qui peuvent être très hauts, c'est vrai. Mais en fait, notamment d'un point de vue humain, c'est jamais pertinent. C'est systématique. Je dois repartir taffer afin de prouver à mes supérieurs que je mérite de gagner un salaire encore plus grand. Sachant que techniquement, du coup, tu leur vends ta force de travail et ils acceptent de t'en redonner un tout petit paiement. Donc techniquement, bon, tu ne mérites pas de gagner un salaire plus grand. Puisque dans tous les cas, tu ne toucheras qu'un tout petit morceau de ce que tu vends réellement. Mais très bon travail à toi. Passe une très bonne journée. Merci d'être passé. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous quand tu étais là. Et puis que ça se passe bien pour ta journée. Moi, je vais nettoyer mes lunettes parce qu'elles sont pourries. J'ai le chat qui est venu devant tout à l'heure. Et en fait, j'ai plein de poils de chat du coup sur les lunettes. C'est un enfer. Elle est gentille, hein, elle est adorable. Mais elle me dégueulasse les lunettes avec une vitesse grand V. C'est phénoménal. Pourtant, je l'adore. Hein, c'est ma petite puce. Hein, tout ça. Mais bon, ça fait suer. Bref, relançons-nous. Donc déjà voilà, moi ça me fait réagir de ouf, hein, vous l'avez vu, vraiment ça me transcende hein, ce genre de discours. Technique Portac, c'est de vendre 10 heures, de récupérer 10% de la productivité des 10 heures, mais de n'avoir travaillé qu'une heure. C'est beau. Ça marche. Il faut hacker le système, il faut faire des coups de pute. À un moment donné, encore une fois, tu vends ta force de travail et tu n'en touches qu'un tout petit morceau. Parce qu'on t'a mis dans un système, mais ça notamment c'est ce qu'on a vu avec les vidéos de Oui D'accord. C'est ce qu'on a vu avec les vidéos YouTube de Oui D'accord justement, où on rend compte que justement, le fait est qu'on te met dans un système où tu ne peux vendre qu'une seule chose qui est ta force de travail, dans tous les cas, même auto-entrepreneur et compagnie, hein, tu ne vends que ta force de travail, et qu'on t'en redonne un tout petit morceau. Partant de là, tu te dis mais le système est tellement biaisé du cul, quoi. Ça demande de réussir à faire en 1 heure ce que certains font en 10 heures. Alors ça dépend de quelle partie des gens tu prends du coup. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire en 1 heure ce que des gens font en 10 heures. Hein. Ça demande pas mal de compétences analytiques, une certaine rapidité de réflexion et de savoir automatiser via le codage. Ou alors de n'avoir que des branques dans toute l'entreprise. Ça marche aussi. Il faut pousser au recrutement de gens pas doués, en fait. Ça passe. Non. Bon, bref. Je reprends. La seule vérité de ce discours est effectivement que le benchmark est un jeu compétitif, dans lequel tout le monde se bat contre tout le monde. Par contre, ce n'est pas réaliste, ni pragmatique, puisque toute organisation, que ce soit une entreprise, une institution ou une nation, fonctionne mieux quand ces éléments coopèrent, s'entraident, fonctionnent en interdépendance. On aura un exemple flagrant avec Buurtzorg en toute fin d'ouvrage, parce que tout simplement nous sommes des animaux sociaux, et que nos systèmes sociaux complexes ont des éléments intrinsèquement interdépendants et coopératifs pour fonctionner. Autrement dit, le lancement d'alerte, même à son plus élémentaire niveau,
qu'est le témoignage, permet de déconstruire instantanément ces discours et de les voir tels qu'ils sont, hors sol, déconnectés de la réalité. Et cette absence de réalisme pied à terre les fait valoriser, vanter des méthodes aux conséquences graves et déshumanisantes. Ensuite, on n'a plus le choix pour décider, et non d'adhérer. On sait davantage pourquoi on y adhère ou non. Le lancement d'alerte est donc fondamental pour que tout puisse avoir une vue de ce qui se passe concrètement dans les coulisses d'un environnement social. Pourquoi il y a lieu de protester contre des politiques qui sont liées aux problèmes révélés? Pourquoi il faudrait demander un changement? Le lancement d'alerte apporte du crédit, des justifications sensées de la demande de changement. Témoigner, lancer l'alerte est donc une forme de désobéissance altruiste. Et c'est ce qu'on va observer chez un lancement d'alerte qui était particulièrement risqué pour celui qui en a fait preuve, Edward Snowden. Certes, c'est un lancement d'alerte de niveau épique, mais ce n'est pas tant pour sa valeur héroïque que nous avons choisi de nous concentrer dessus. Si nous avons choisi d'en parler, c'est parce qu'il y avait suffisamment d'informations à sa disposition pour comprendre son rapport à l'autodétermination. Un lanceur d'alerte, selon moi, c'est une personne qui est parvenue, à la conclusion que sa vie à l'intérieur d'une institution est devenue incompatible avec les principes de la société à laquelle il appartient, ainsi qu'avec la loyauté due à cette société, à laquelle l'institution doit des comptes. Cette personne sait qu'elle ne peut pas rester à l'intérieur de l'institution, et que cette dernière ne peut pas être ou ne sera pas démantelée. La réformer, en revanche, est peut-être possible, si bien que cette personne lance l'alerte, divulgue des informations pour qu'une pression publique s'exerce sur l'institution en question. Donc ça, ce sont les propos de Snowden. Ouais, mémoire vive, Edward Snowden en 2019. Donc ça, c'est les propos de Snowden, justement, le lanceur d'alerte. Si l'on en croit les propos d'Edward Snowden, le lancement d'alerte demande donc à la fois une forte compréhension politique, une évaluation des principes des entreprises, des institutions, une connaissance de comment elle les met en œuvre, comment ces principes divergent, se contredisent. Puis, on sent péniblement ces problèmes, ce décalage, parfois insupportable. Mais la motivation à améliorer la situation est plus forte que le désespoir, conduit la personne à lancer l'alerte. Il y a une double compréhension, à la fois de ce que fait et prétend faire l'institution, mais aussi de ce qu'on veut vraiment, pourquoi et comment tel principe bafoué nous est inadmissible. Comme on l'a vu il y a peu dans les témoignages précédents, c'est tout un parcours intérieur de décortiquage, d'introjection, de compartiments, qui se confrontent progressivement à des internalisations altruistes plus puissantes qui vont amener à nourrir un fort courage. On va voir avec l'histoire de Snowden que ce parcours, pour vraiment comprendre les problèmes sur tous les plans, extérieurement, en soi, politiquement, est là encore fondamental, mais cela peut prendre des années. Je m'appelle Edward Joseph Snowden. Avant, je travaillais pour le gouvernement, mais aujourd'hui je suis au service de tous. Il m'a fallu près de 30 ans pour saisir la différence, et quand j'ai compris, ça m'a valu quelques ennuis au bureau. Résultat, je passe désormais mon temps à protéger les gens de celui que j'ai été. Un espion de la Central Intelligence Agency, la CIA, et la National Security Agency, la NSA. Un informaticien spécialisé parmi d'autres, qui cherchait à construire un monde dont il ne se doutait pas qu'il serait meilleur. Edward Snowden est issu d'une famille dont beaucoup de membres ont eu un parcours militaire ou dans les services secrets. Dès son plus jeune âge, son père, ingénieur, l'initie à l'informatique et la bidouille matérielle, d'une façon qui nourrit ses besoins fondamentaux, tout particulièrement ceux liés à la compétence. Il répare avec son fils des frigos, des grille-pains, explique tout ce qu'il peut expliquer, ramène des ordinateurs à la maison. Alors, Edward Snowden tentera rapidement de suivre son modèle. À 7 ans, alors que sa Nintendo a un problème, il la démonte entièrement, mais la réparation qu'il tente échoue, et il craint la colère de son père lorsqu'il verra la console démantibulée. Il m'a expliqué qu'il était aussi important de savoir ce qui s'était passé que d'identifier le composant qui était en paix en panne. Comprendre pourquoi du comment permet d'éviter d'être victime de cette défaillance de nouveau. Il m'a montré à tour de rôle les divers composants de la console, en me précisant non seulement leur nom, mais surtout à quoi ils servaient, et en m'expliquant comment est-ce qu'ils agissaient de concert pour que le mécanisme fonctionne correctement. Il était indispensable d'analyser l'un après l'autre les pièces d'un mécanisme pour savoir si sa conception leur permettrait d'atteindre l'objectif assigné. Si tel était le cas et que l'appareil ne fonctionnait tout simplement pas, il fallait réparer. Sinon, il ne restait plus qu'à le modifier pour l'améliorer. D'après lui, c'était le seul protocole à suivre pour réparer quelque chose. En réalité, c'était notre responsabilité vis-à-vis de la technologie. Comme toutes les leçons qu'il m'a transmises, celle-ci était plus vaste que le sujet du jour. En fin de compte, ça illustrait l'idée d'autonomie, que les Américains, soutenait mon père, avaient oublié entre l'époque de son enfance et la mienne. Nous vivions désormais dans un pays où il revient moins cher de remplacer une machine défectueuse que de la faire réparer.
moins cher de la faire réparer que de se procurer des pièces détachées et de se débrouiller pour les mettre en place soi-même. Voilà, qu'il suffit à installer la tyrannie de la technologie, qui se perpétue à cause de l'ignorance de ceux qui s'en servent tous les jours sans rien y comprendre. Ne pas vouloir s'informer sur le fonctionnement et la maintenance de base d'un appareil indispensable revient à accepter passivement cette tyrannie et à se plier à ses conditions. Quand votre appareil fonctionne, vous fonctionnez aussi. Quand il tombe en panne, vous craquez. Ce que vous possédez finit par vous posséder. Ici est transmis plus qu'un savoir-faire, mais une façon de penser et des valeurs. L'importance de l'autonomie, qui peut advenir via les connaissances et le savoir-faire. Une critique de la dépendance, à cause de l'ignorance, qui est ici à la fois due à une méconnaissance, mais aussi due au fait de ne pas oser décortiquer les systèmes, ce qui rend servile à ceux-ci. Au-delà de cette leçon, il y a là une méthode transmise qui est exportable à tout, et qui est la même qui est celle enseignée en systémique, en Q2L. Q2L, donc, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas forcément là plutôt, c'est une partie de la lecture qu'on a fait plus tôt, donc il y a déjà il y a quelques semaines, je dirais, qui est sur une école en fait qui rend ludique l'apprentissage. On n'est pas du tout sur une éducation classique, on n'est pas du tout sur un système éducatif où on est sur des notations ou quoi. Au contraire, on est sur un système qui vraiment a beaucoup du jeu, en fait, beaucoup du jeu, notamment du RPG. On va vous donner des quêtes. Les quêtes sont concrètement en fait, l'équivalent des diplômes, enfin pas des diplômes, mais des évaluations. Et en fait, si vous réussissez la quête, c'est bien, vous avez acquis une compétence, et on va vous dire, voilà, tu as acquis cette compétence, point. Si tu n'as pas réussi la quête, c'est pas grave, tu vas pouvoir la recommencer. Tu n'as pas de note, tu n'as pas réussi qui est marqué quelque part. On s'en fout. Tu n'as pas réussi, c'est pas grave, c'est juste que tu n'étais pas prêt. Donc on va recommencer. Tu vas peut-être t'entraîner sur autre chose, sur une autre quête, puis tu vas peut-être revenir plus tard. Et un des trucs qui est super intéressant notamment, c'est que justement, on voit que la motivation est intrinsèque. C'est-à-dire que les enfants, les élèves en fait, vont étudier tel ou tel élément parce qu'ils ont envie de l'étudier. Et c'est là où on va voir qu'ils vont développer des connaissances extrêmement pointues, beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'attendre, en fait, juste en faisant un apprentissage finalement classique, où on va leur dire bonjour, ce matin c'est histoire-géographie, donc on va regarder ça, hop hop hop, et même si c'est intéressant, vous allez apprendre des trucs, mais que ce qui est prévu. Là, en fait, comme c'est une quête, quand on va vous dire ta tâche c'est de réussir à faire un dossier sur ça, par exemple, je prends un truc con, on va laisser libre en fait, et l'enfant, l'élève, va aller faire des recherches, peut-être avec des élèves plus âgés, il va aller faire des recherches peut-être à la bibliothèque, et il va pouvoir amener tout un tas d'éléments, en fait, justement, qui ne sont pas forcément prévus de base, mais qui pourtant apportent du sens, qui peuvent apporter du sens. Et comme c'est une motivation intrinsèque, il va l'apprendre avec beaucoup plus d'entrain, et il va le retenir beaucoup mieux notamment. Et on voit justement tout l'intérêt de ce genre d'apprentissage par rapport à un apprentissage plus classique comme on l'a. Et ça, c'est intéressant de voir que justement, finalement, c'est un peu la même chose qui s'est passé pour Snowden. C'est un peu ce genre d'apprentissage où c'est en fonction de ce qu'il avait envie. On a réussi à lui donner envie, pas en lui imposant, on lui a montré des trucs, et il a eu envie d'aller plus loin. Il a eu envie de faire pareil. Il a eu envie d'apprendre à décortiquer, à remonter, là en l'occurrence une console, et on voit qu'on le soutient dans ça. Ok, tu t'es planté, t'as pas réussi à la faire fonctionner. C'est pas grave, on va recommencer. Regarde, ça sert à ça, ça sert à ça, et ainsi de suite. Et on le soutient dans sa motivation. Et c'est vachement intéressant. Quand quelque chose ne va pas, il s'agit de voir tous les composants de la situation. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un élément de Q2L qui est important, c'est de penser en système. Et que justement, tous les composants ne sont pas des composants qui sont côte à côte, mais pas reliés. Au contraire, ce sont des systèmes qui fonctionnent avec tout un tas de composants qui fonctionnent les uns avec les autres, en coopération. Ça aussi, c'est vrai que c'est important dans la pensée de Q2L. Quand quelque chose ne va pas, il s'agit de voir tous les composants de la situation, de comprendre leur rôle, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble, et détecter quel composant ne fonctionne pas, autrement dit ne remplit pas ses objectifs, le réparer, le modifier, l'améliorer. C'est une façon d'analyser un système qui est tout à fait valable, que ce soit en art, en hacking, en science, en analyse des situations sociales, évidemment en respectant la nature spécifique des composants. Un humain défaillant dans un système est un révélateur d'un problème du système en question. Son mal-être peut par exemple en dire long sur des interactions systémiques qui sont graves et qui sont à changer. Cette méthode, Edward Snowden va très rapidement l'exporter à d'autres domaines que la réparation. À 6 ans, la première chose qu'il va hacker est l'heure à laquelle on l'envoie au lit enfant. C'est son anniversaire, il a vécu la meilleure journée de sa vie et il est hors de question pour lui de terminer aussitôt la journée. Discrètement, il va alors changer toutes les horloges de la maison pour les décaler de plusieurs heures, y compris l'heure affichée sur le micro-ondes. Voyant que les parents ne s'étaient aperçus de rien, je triomphais, je galopais autour de la salle de séjour.
On ne m'enverrait plus jamais au lit, moi, le maître du temps. J'étais libre. Je me suis endormi par terre après avoir enfin assisté au coucher du soleil ce 21 juin, lors du solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. À mon réveil, les pendules indiquaient toute la même heure que la montre de mon père. Il accra aussi plus tard le système scolaire des notations pour se dégager un maximum de temps libre tout en gardant le niveau suffisant. Son sens de bidouille devient de plus en plus autonome. Dès qu'Internet voit le jour, il fréquente assidûment la toile pour discuter avec des spécialistes en tout genre, apprendre à monter son propre ordinateur. L'anonymat étant alors la règle, ses experts lui répondent avec respect pour sa passion et les compétences qu'il démontre, sans imaginer interagir avec un adolescent de 12 ans. Internet n'est pas alors un territoire investi par les gouvernements et les entreprises, il est une terre de liberté, investie par les passionnés, bien qu'elle exige techniquement des compétences et de la débrouillardise. C'était justement ce qu'il y avait d'exaltant. On était libre d'imaginer quelque chose d'inédit, de tout recommencer à zéro. On encourageait l'expérimentation et l'originalité de l'expression, tout comme on insistait sur le rôle prééminent de la créativité chez l'individu, ce qui venait compenser le manque de convivialité du web 1.0. Prof d'informatique, ingénieur système, diplômé de littérature travaillant au noir, économistes scotchés à leur fauteuil sous du sous-sol, etc. Tous étaient ravis de faire part de leurs recherches et de leurs convictions, non pas par un intérêt financier, mais tout bonnement pour gagner des gens à leur cause. Qu'il s'agisse en l'occurrence de PC, de Mac, de régime macrobiotique, de la peine de mort, moi, ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce qu'ils débordaient d'enthousiasme. On pouvait même les contacter, ces drôles de types brillants, et ils demandaient qu'à répondre à mes questions par le truchement de formulaires. Libéré d'une partie du temps scolaire, internet et de temps, il en apprend plus sur le hacking et commence à souscrire à leur esprit anti-autoritaire. Il ne se servira pas des connaissances pour commettre des méfaits, d'autant qu'à l'époque il y a très peu de questions d'argent sur la toile. Il le fera par contre en white hat, par exemple en découvrant des failles sur un site lié au programme nucléaire américain. Ça m'a vite fait flipper de constater que la sécurité du site web le plus important centre de recherche et de mise au point des armes nucléaires des États-Unis présentait une faille béante. Sa vulnérabilité s'apparentait à celle d'une maison dont on n'a pas fermé la porte à clé. Il les contacte, et après quelques temps, il le remercie et lui propose un job, sans se rendre compte qu'il est encore adolescent. Jeune adulte, il commencera à travailler en informatique, dans un esprit de bidouille toujours. Le thème du hacking, de l'autonomie, de la liberté est ancré en lui. Mais le 11 septembre 2001 changera tout. Le 12 septembre a marqué le début d'une nouvelle ère, que les Américains ont abordée en faisant preuve d'une détermination commune, renforcée par un regain du sentiment patriotique, ainsi que par la compassion et la bienveillance que leur a témoigné le monde. Quand j'y repense, il saute aux yeux que les États-Unis auraient pu saisir la balle au bon, faire de grandes choses. Ils auraient pu considérer que le terrorisme n'était pas un phénomène théologique qu'ils prétendaient être, mais un crime, point barre. Ils auraient pu se servir de ce rare moment de solidarité pour renforcer les valeurs démocratiques, encourager les populations à présent toutes connectées à la résilience. Mais ils ont choisi la guerre. J'ai soutenu cette politique, inconditionnellement, aveuglement. C'est le plus grand regret de ma vie. Oui, j'étais scandalisé, mais ce n'était là que le début d'un processus où mes émotions allaient m'amener à abandonner tout jugement rationnel. Je prenais pour argent comptant ce que l'on racontait dans les médias, je répétais tout ça comme un perroquet. Je voulais être un libérateur. Je voulais rendre la liberté aux opprimés. Je croyais dur comme fer à la vérité fabriquée dans l'intérêt de l'État, que, dans ma colère, je confondais avec le bien du pays. On aurait dit que j'avais renié mes opinions politiques, les principes anti-institutionnels qui avaient inspiré le hacker que j'étais, le patriotisme apolitique hérité de mes parents, tout cela s'était passé à la trappe. J'étais désormais animé par une soif de vengeance. Le plus humiliant est de reconnaître que cette métamorphose s'est opérée naturellement et que je l'ai accueillie sans hésiter. Pourquoi ce retournement ? L'événement est traumatisant lors de l'attentat. Il craint que son père soit au Pentagone, qui vient d'être touché. Tous ses proches auraient pu être tués. Il a une peur massive, d'autant plus que ce genre d'attentat est inédit. C'est l'époque où la population américaine se sent encore intouchable, puissante. Il tombe alors de tous très haut. La peur lui fait donc adhérer automatiquement à l'interprétation du gouvernement, au bon versus les méchants. Interprétation qui délivre une solution à cette nouvelle peur et angoisse. Une guerre pour résoudre tout. Adopter l'interprétation du gouvernement Bush le soulage, le guide, donne une voie d'action. De plus, ce n'est pas si éloigné des valeurs qu'il a pu croiser, les membres de sa famille étant, pour beaucoup d'entre eux, dans l'armée, au service de la nation. Alors, il entre volontairement dans l'armée de terre, mais ça ne durera pas longtemps à cause d'une blessure qu'il se fait en exercice.
Il a toujours soif de servir le pays, il décide donc de mettre à profit ses compétences informatiques. Selon lui, ses idées politiques sont peu élaborées. Je vais maintenant faire une petite pause pour vous expliquer quelles étaient mes opinions politiques à l'âge de 22 ans. C'était bien simple, j'en avais pas. Comme la plupart des jeunes, j'avais de solides convictions, mais il n'était pas question d'admettre qu'il s'agissait d'un ensemble de principes contradictoires que l'on m'avait transmis, que je ne pouvais donc pas revendiquer comme étant vraiment les miens. En moi se mêlaient confusément les valeurs que l'on m'avait inculquées dans mon éducation, les idéaux que j'avais découverts sur Internet. Ce n'est qu'un peu avant l'âge de 30 ans que j'ai fini par comprendre que ce que je croyais, pensais croire, n'était que des imprégnations juvéniles. On apprend à parler en imitant des adultes de notre entourage, et on en vient à singer leurs prises de position, jusqu'à s'imaginer que ce sont les nôtres. Ces prises de position singées sont liées à un patriotisme parental qui l'a ponctuellement poussé plus loin. Après le 11 septembre, je me suis aperçu que l'amour de la patrie hérité de mes parents s'est vite transformé en ferveur nationaliste. Pendant un certain temps, surtout juste avant de m'engager dans l'armée, j'ai envisagé le monde sous l'angle de la dualité, comme dans les jeux vidéo, les moins sophistiqués, où il y a d'un côté le bien, de l'autre le mal. Il rejoint alors le côté du bien, et c'est alors que progressivement il fera le chemin qu'on lui connaît dans la NSA, qu'il découvrira progressivement la surveillance massive des citoyens. La prise de conscience débutera doucement. Suite à une absence d'un collègue, il doit mener une conférence à sa place qui l'amène à faire des recherches sur la Chine. Il découvre une surveillance massive des communications privées par les Chinois. Dans un tout premier temps, j'ai été tellement impressionné par cet exploit et par l'insolence du système que sa dimension totalitaire ne m'a pas immédiatement horrifié. Après tout, la Chine était un État à partie unique, explicitement antidémocratique. Plus encore que la plupart des Américains, les agents de la NSA se disaient que le pays était une foutue dictature. La liberté civile des Chinois n'était pas de mon ressort. Je n'avais aucune influence là-dessus. J'étais persuadé de bosser du côté du bien et ça faisait de moi quelqu'un du bien. J'étais néanmoins perturbé par certaines de mes lectures. Il était tout bonnement impossible pour les Américains d'en savoir autant sur les agissements des Chinois sans en avoir fait eux-mêmes l'expérience. Et tandis que je me penchais sur toutes ces informations chinoises, j'avais la sensation de regarder dans un miroir, d'y voir le reflet de l'Amérique. Le comportement public du pouvoir chinois envers son peuple correspondait peut-être à l'attitude que les Américains pouvaient avoir, secrètement envers le reste du monde. Vous allez sans doute me haïr, mais je dois reconnaître qu'à ce moment-là, j'ai jeté un voile pudique sur mon malaise. J'ai tout fait pour le refouler. J'envisageais à l'époque le système de surveillance américain comme un moyen pour chacun, quel que soit son pays de résidence, de se connecter à l'infrastructure internet américaine et d'accéder sans filtre, sans blocage, à ce qu'il voulait, à moins d'être bloqué et filtré par son propre pays d'origine ou par des entreprises américaines supposément non soumises au contrôle gouvernemental américain. Seules les personnes qui avaient par exemple visité des sites djihadistes, poseurs de bombes ou des pages où l'on pouvait se procurer des malwares étaient surveillées. Dans ces conditions, je ne trouvais rien à redire au modèle de surveillance américain. Je soutenais pleinement la surveillance défensive et ciblée, sorte de pare-feu qui n'interdisait à personne d'entrer, mais s'attaquait aux coupables. Il n'empêche que tout au long des journées bien remplies qui succédèrent à cette nuit blanche, j'ai continué à éprouver des doutes. Je ne pouvais pas m'empêcher de me livrer à ma petite enquête, et cela, même bien longtemps après mon intervention à ce congrès. Malgré qu'il est inféré que le gouvernement américain utilisait une même surveillance abusive que le gouvernement chinois, il est intéressant de voir que ce refoulement est facilité par ses idées patriotiques, qu'il saisit de plus belle, qui viennent en quelque sorte à son secours. Son gouvernement le fait pour le bien, de façon juste, justifiée, alors que la Chine le fait d'une façon tyrannique et donc démesurée. Il y a un filtre d'interprétation politique qu'il saisit, qui lui permet d'éliminer temporairement ses émotions et de continuer à travailler sans trop se poser de questions. Mais ce refoulement ne dure pas. D'une part, parce que Snowden a une intelligence assoiffée de connaissances, d'analyse, de calculs constants, dont il ne peut pas ignorer les résultats. Et d'autre part, parce que des événements extérieurs le poussent à enquêter sur ses doutes. Il y a aussi l'INSEE, à présent sa femme, qui ne partage pas ces formes de patriotisme. Elle est libérale, c'est-à-dire aux États-Unis qu'elle est de gauche. Oui, je sais, ça surprend toujours, hein, mais aux États-Unis, il y a la droite ou la droite, donc il y a une droite qui est un peu moins à droite. Voilà, donc du coup, de fait, aux États-Unis, on peut considérer qu'elle est de gauche. Elle semble consciente de la surveillance des gouvernements. Par exemple, alors qu'ils sont au Japon, perdus dans la nature, elle lui dit en plaisantant qu'il devrait demander à sa base de les géocaliser. D'autre part, il y a des lancements d'alerte qui commencent à avoir lieu. En 2005, la presse révèle le PSP, un programme de surveillance qui autorise à enregistrer les conversations téléphoniques
à intercepter les mails sans passer par un mandat délivré par la justice, et cela concerne autant les communications dans le pays qu'entre pays. Un rapport est produit et présenté au public en 2009. Edward Snowden le lit attentivement, mais trouve étrange que le PSP soulève autant de craintes de la part d'anciens de la NSA et d'employés au ministère de la Justice, puisque rien à l'intérieur ne semble trop inquiétant. Il décide alors de se mettre en quête de la version confidentielle de ce rapport, ce qui s'avère extrêmement difficile. Il échoue, mais un jour, le rapport est littéralement sur son bureau. Il découvre donc qu'effectivement, la surveillance de masse a lieu. Alors, la prise de conscience devient de plus intense, et surtout, beaucoup plus douloureuse. Après la lecture de ce rapport, j'ai passé des semaines, voire des mois, dans un état second. J'étais triste, j'étais déprimé. J'essayais de nier ce que je ressentais et ce que je pensais. Telle était mon humeur, alors que mon séjour au Japon tirait à sa fin. Je me sentais loin de chez moi, mais sous surveillance. Je me sentais plus adulte, responsable que jamais, mais ça m'affligeait de me dire que nous avions tous été infantilisés, que nous devrions désormais passer notre vie entière soumis à une autorité omnisciente. J'avais l'impression d'être un imposteur qui se cherchait des excuses pour expliquer à l'INSEE mon air maussade. Je me sentais con. J'étais prétendument compétent en informatique. J'avais participé à mettre en place un élément essentiel de ce système dont l'objectif m'échappait. Je me sentais utilisé, un membre de la communauté du renseignement qui se rendait compte seulement maintenant que, depuis le début, il ne défendait pas son pays, mais il défendait l'État. Plus que tout, je me sentais abusé. Il y a de fortes récompenses extrinsèques à son métier, qu'il ne cherche pas particulièrement, mais qui ont un poids dans la balance de ses décisions parce que tout le monde envie ce genre de conditions matérielles. Un nouvel iPhone se trouvait dans la poche de mon nouveau costard Ralph Lauren. J'avais de nouvelles lunettes Burberry, une nouvelle coiffure, les clés de cette nouvelle maison située à Columbia, dans le Maryland, le logement le plus vaste que j'ai jamais eu de ma vie, et le premier où je me sentais vraiment chez moi. J'étais riche, ou du moins mes amis le croyaient. J'avais du mal à me reconnaître. J'avais décidé qu'il valait mieux vivre dans le déni et gagner de l'argent pour améliorer les conditions de ceux que j'aimais. Au fond, n'était-ce pas là ce que faisaient la plupart des gens? Sauf que c'était plus facile à dire qu'à faire. Je veux dire, vivre dans le déni. L'argent, il rentrait facilement, au point que je m'en sentais coupable. J'étais assailli de pensées contradictoires qui me retombaient dessus, comme des blocs de Tetris, et je luttais pour y mettre de l'ordre. Et pitié de ces pauvres gens, me disais-je. Ils sont gentils, ils sont innocents. Ce sont des victimes surveillées par le pouvoir, tenues à l'œil par les mêmes écrans qu'elles idolâtrent. Et l'instant d'après, je me ressaisis. Ferme-la, arrête un peu ton cinéma. Ils sont heureux. Ils s'en fichent. Et d'ailleurs, tu devrais faire autant. Grandis, bosse, paye tes factures. C'est ça, la vie. En plus, il est seul avec ses doutes. Il ne peut échanger pleinement avec autrui. Elle, l'INSEE donc, me trouvait tendu et stressé, ce qui était le cas, non pas à cause de mon travail, mais parce que j'avais envie de lui expliquer quelque chose dont je n'avais pas le droit de parler. Je pouvais pas lui dire que mes anciens collègues de la NSA étaient capables de la mettre sous surveillance et de lire les poèmes d'amour qu'elle m'envoyait par texto. Je ne pouvais pas lui dire qu'il pouvait accéder à l'ensemble des photos qu'elle avait prises, non seulement celles qu'elle avait rendues publiques, mais également celles qui étaient intimes. Je ne pouvais pas lui dire qu'on recueillait tous les messages qu'elle envoyait et recevait à l'instar de chacun de nous, ce qui s'est apparenté à une menace adressée par les autorités. Si jamais vous n'allez plus sur Internet, on utilisera votre vie privée contre vous. Après un long arrêt maladie, suite à des crises d'épilepsie, il rejoint le dernier lieu dans lequel il travaillera pour la NSA, à Hawaï, dans un très long tunnel, caché sous un champ d'ananas. Son nouveau poste est facile, pour lui épargner du stress et de nouvelles crises d'épilepsie. Il continue son enquête, et dans le cadre de son travail, il construit des systèmes qui rassemblent toutes ces données. Bien qu'il n'en avait pas la finalité à ce moment, ces systèmes serviront directement au lancement d'alerte. La décision prend forme en son fort intérieur. Il ne peut en parler à quiconque. Quand vous êtes détenteur d'un véritable secret, c'est-à-dire d'un secret que vous ne pouvez partager avec personne, alors même les rires sont un mensonge. Je pouvais certes parler de ce qui me tracassait, mais jamais de la direction vers laquelle ces pensées m'entraînaient. Je me souviendrai jusqu'à ma mort de la réaction de mes collègues quand je leur ai expliqué comment notre travail était utilisé pour violer le serment que nous avions nous-mêmes prêté. Ils avaient exprimé l'équivalent verbal d'un haussement d'épaule. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je détestais cette question, ce renoncement, ce sentiment de défaite. Mais c'était suffisamment pertinent pour que je me demande: oui, c'est vrai. Quoi? Quand la réponse est imposée à moi, j'ai décidé de devenir le lanceur d'alerte. Mais souffler ne serait-ce qu'un seul mot de cette décision à l'INSEE, à l'amour de ma vie, aurait fait subir à notre relation une épreuve encore plus cruelle que le silence. Ne souhaitant pas lui faire plus de mal que celui que je m'étais déjà résolu à lui infliger, j'ai décidé de me taire.
J'étais seul avec mon silence. Je pensais me faire facilement à la solitude et à l'isolement, du moins mieux que mes prédécesseurs dans le monde des lanceurs d'alerte. Chaque étape de ma vie n'avait-elle pas, en fin de compte, constitué en une sorte de préparation? M'étais-je pas habitué à la solitude après toutes ces années, à rester silencieux et concentré devant un écran? J'avais été hacker solo, capitaine de port de nuit, gardien des clés dans un bureau désert, mais j'étais aussi un humain, et l'absence de camaraderie était pesante. Je luttais chaque jour tandis que je tentais, en vain, de réconcilier le moral et le légal, mes devoirs, mes désirs. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, l'amour, une famille, et bien plus de succès que je n'en méritais. Et je vivais au milieu d'un jardin d'Éden, parmi des arbres luxuriants, dont un seul m'était interdit. Le plus simple aurait été de respecter les règles. Il complexe quant à ce rôle, se demandant qui il est pour prétendre être celui qui révélera ses secrets. Il craint que la technicité des informations ne parvienne pas à être comprise, que sa parole soit mise en doute s'il se contente d'affirmer ce qu'il a vu. Cette humilité, cette prévisibilité le pousse à prendre la décision de faire en sorte que les documents, de faire sortir les documents, avec l'aide de journalistes de confiance, de spécialistes en qui il fera confiance pour organiser et traduire ce dévoilement. Or, la question des médias est aussi complexe. Il pourrait être juste dénoncé pour ses actes, être ignoré. Il prendra un grand temps d'investigation pour trouver les journalistes qui lui paraissent de confiance. Lire, écrire, exécuter. Tel était également mon plan, en 3 étapes. Je voulais m'infiltrer au cœur du réseau le plus sécurisé du monde pour trouver la vérité, en faire une copie et le rendre public. Je devais réaliser tout ceci sans me faire prendre, c'est-à-dire sans être moi-même lu, écrit, exécuté. Il a organisé les fichiers, les a copiés d'une manière qu'il garde encore aujourd'hui secrète. Et enfin, l'étape exécutée consistait à sortir ses copies. L'angoisse est énorme, mais il la contre par des stratégies d'ingénierie sociale, notamment en comprenant bien les personnes. Je m'entendais bien avec les gardes, c'est du moins ce que je me racontais, principalement parce que je savais où était leur esprit. Ailleurs. J'avais eu un job assez proche du leur autrefois, au CASL. Je savais à quel point il pouvait être abrutissant de passer toutes les nuits debout à feindre la vigilance. Vous commencez par avoir mal aux pieds. Après un moment, vous avez mal partout. Et vous vous sentez tellement seul que vous vous mettez à parler au mur. J'essayais donc d'être plus divertissant qu'un mur. Je développais un baratin sur mesure pour chaque obstacle humain. Avec l'un des gardes, je parlais d'insomnie et de la difficulté à dormir le jour. Rappelez-vous, je travaillais de nuit, donc ces discussions avaient lieu autour des 2 heures du matin. Avec un autre, je parlais de politique. Il qualifiait des démocrates de rats maléfiques. C'est bien que j'ai commencé à lire Breitbart News pour préparer ces discussions. La pression est énorme. Il va devoir tout quitter, ne plus revoir ses proches. Il vide ses comptes bancaires, cache du liquide dans des boîtes, afin que l'INSEE puisse y accéder lorsqu'il sera parti, a réparé tout ce qu'il pouvait dans la maison, efface et chiffre ses ordinateurs, met tout en ordre pour faciliter les choses à l'INSEE. Le jour même du départ pour Hong Kong, c'est le seul moyen d'assurer sa sécurité lors de la révélation préparée avec les journalistes, c'est le déchirement. Le dernier matin où je me suis réveillé aux côtés de l'INSEE, elle partait faire du camping à Kauai, une petite escapade, avec des amis que j'avais fortement encouragés. Nous étions allongés dans le lit, je l'ai serré un peu trop fort dans mes bras et quand elle m'a demandé, surprise et à moitié endormi, pourquoi je me montrais d'un coup si tendre, je me suis excusé. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé d'avoir été à ce point occupé ces derniers temps et qu'elle allait me manquer, qu'elle était la personne la plus incroyable que j'avais rencontrée dans ma vie. Elle m'a souri, m'a donné un rapide baiser sur la joue et s'est levée pour faire son sac. À la seconde où elle a passé la porte de notre maison, j'ai fondu en larmes, pour la première fois depuis des années. Je me sentais coupable de tout, à part de ce dont le gouvernement allait m'accuser, et tout particulièrement coupable de mes larmes, car je savais que ma douleur ne serait rien comparée à la peine que j'allais infliger à la femme que j'aimais, ainsi que la douleur et la confusion que ressentirait ma famille. J'avais au moins la chance de savoir plus ou moins ce qui allait se passer. Quand l'INSEE reviendrait, je ne serais plus là, soi-disant parti en mission. Ma mère serait en train d'attendre sur le seuil. Je l'avais invitée à nous rendre visite, quelque chose de si inhabituel de ma part qu'elle avait dû s'attendre à une autre sorte de surprise, par exemple l'annonce de nos fiançailles. Je me suis senti horriblement mal en pensant à ces prétextes, et j'ai grimacé en imaginant sa déception. Mais je continuais à me dire que tout cela était justifié. Ma mère prendrait soin de l'INSEE, et l'INSEE prendrait soin de ma mère. Chacune aurait besoin de la force de l'autre pour tenir face à la tempête qui s'annonçait. Et effectivement, il y aura une tempête qui durera longtemps, l'obligera à changer de pays de nombreuses fois, avec des risques énormes. Mais dans ce périple, il est aidé, parfois, par des personnes qui n'ont pourtant pas grand-chose. Vanessa Mae Bandalian Rodel, des Philippines, Ajit Pushpakumara, Supun Tilina Kelapata, Nadeka Dilrukshi Nunis, du Sri Lanka.
Ces personnes à la gentillesse et à la générosité sans faille m'ont accueilli avec beaucoup de grâce et un grand sens de l'hospitalité. La solidarité dont elles ont fait preuve n'était pas politique, elle était tout simplement humaine, et je serai pour toujours leur débiteur. Elles ne se souciaient pas de qui j'étais ou des dangers auxquels elles s'exposaient en me venant en aide. La seule chose qui comptait, c'était que j'étais une personne qui avait besoin d'aide. Elles ne savaient que trop bien ce que cela signifiait d'être forcée à fuir euh, comme un dératé, une menace mortelle, ayant elles-mêmes connu des épreuves bien pires que celles que j'avais affrontées. La torture par les militaires, les sévices sexuels, le viol. Elles ont accueilli un étranger épuisé dans leur maison, et quand elles ont vu mon visage à la télé, elles n'ont même pas sourcillé. À la place, elles ont souri et en ont profité pour me redire que j'étais le bienvenu. Ces aidants vont jusqu'à refuser l'argent qu'ils leur proposent. Ils décident alors de le laisser caché dans leur maison. Je ne serais jamais capable d'expliquer ce que cela signifiait pour moi de recevoir tant de ceux qui avaient si peu, d'être accepté par eux sans le moindre jugement, alors que je me juchais le plus haut possible dans les coins de la pièce pour hacker le Wi-Fi de lointains hôtels à l'aide d'une antenne spéciale que les enfants adoraient. À présent, sa femme a pu le rejoindre en Russie, qu'il n'espère pas être sa destination finale. Il rêve de pouvoir retourner vivre aux États-Unis. Il serait aussi ravi d'avoir un droit d'asile en France. Entre-temps, il continue d'alerter sur la surveillance de masse, d'enseigner, de vulgariser ces questions, aide les personnes à choisir des outils pour la contrer. Autrement dit, on voit là un parcours profondément autodéterminé. Même ce qu'il appelle son erreur, à savoir le patriotisme qui le faisait gober les interprétations politiques du moment, était néanmoins intrinsèque. Il y avait une vraie volonté d'aider, de libérer, et on en voit que sans cette erreur, jamais il n'aurait pu être un tel lanceur d'alerte aussi complet, faire un lancement d'alerte aussi complet, aussi énorme, aussi solidement sourcé, puisque sans doute, il n'aurait jamais posé les pieds dans des institutions gouvernementales. L'autodétermination n'est pas un parcours où d'emblée les aspirations et les motivations sont pures et parfaites, exemptes d'erreurs et de faux pas. Au contraire, l'autodétermination se niche précisément dans la conscience d'avoir fait un faux pas et d'y remédier avec une motivation puissante. Cette puissance dans la motivation n'a strictement rien d'une pseudo-force héroïque, telle qu'on le voit dans les fables masculinistes modernes. Le courage de Snowden est un parcours houleux, où l'angoisse, la peur, le doute et un tas d'émotions négatives l'envahissent, le plombent, et c'est la persistance, et non le déni ou le refoulement, de celle-ci à sa conscience qui participera à l'exercice de son courage. L'autobiographie d'Edward Snowden révèle une personne très normale, si ce n'est qu'elle a eu la chance de naître à une époque de pionniers, d'être accompagnée par des parents qui portaient attention à ce nouveau monde en développement, qu'était l'informatique, puis le numérique avec Internet, le tout couplé avec un esprit de bidouille matériel. Il a pu, très jeune, vivre un modèle très empuissantant, lié au hacking en général, qui lui ont permis de développer de nouveaux modèles de réflexion, de méthodes, de compétences systémiques. Ces compétences particulières sont venues à son secours lorsqu'il a commencé à douter consciemment, volontairement. On voit ici l'importance d'avoir pu vivre, exercer des modèles alternatifs, au moins une fois dans sa vie. Cela donne des outils, des façons d'agir et de penser qui peuvent devenir des moyens de résoudre des dilemmes et de mettre en œuvre des actions de très grande envergure. Endosser, transmettre, créer, participer à cet environnement alternatif et de bienveillance, avec bienveillance, même de façon très modeste, est fondamental. L'altruisme, on le voit à la toute fin, dans sa forme la plus simple qu'est l'aide aux besoins fondamentaux, même lorsqu'on n'a rien à sa disposition, apparaît immensément important. On peut tous être cet environnement alternatif pour autrui. J'allais dire pour quelqu'un, autrui, et j'ai mélangé les deux. On peut tous être cette personne qui va aider un autre sans le juger. Cet exemple coche absolument tous les points que nous avons vus de la SDT, pas seulement chez Edward Snowden lui-même, mais également son entourage peuplé d'excellents mentors, son père, ces personnes sur internet qui lui ont appris tant de choses sans le discriminer à cause de son âge, de personnes qui lui ont porté confiance, l'INSEE, toujours à ses côtés malgré des positions politiques assez différentes, les journalistes qui l'ont cru et accepté les mesures de sécurité drastiques qu'il leur a imposées, les personnes qui l'ont aidé tout simplement en le protégeant, etc. C'est tout un univers de personnes très diverses, en tout lieu, qui ont permis ceci. Certes, entrer à la NSA et effectuer le parcours qui a été le sien n'est pas accessible à tout le monde. Mais sans les gens qui l'ont aidé, entouré, soutenu, sans ces liens qui ont été tissés, sans cet écosystème dont il était à la fois le centre et seulement un des éléments, tout aurait été différent. On peut être partie prenante de cet écosystème de liens.
C'est très beau en vrai, hein, enfin, c'est très beau. C'est vachement intéressant comme histoire pour le coup. C'est vrai que je connais Edward Snowden que de loin. J'ai jamais lu son livre, mais pour le coup, ça me donne envie de le lire. Ça me donne envie de le lire les mémoires parce que pour le coup, tu vois vraiment le cheminement de pensée et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment voir intéressant à quel point bah, des structures comme l'État, par exemple, peuvent brouiller les frontières. Et on retombe encore une fois dans un j'écoute d'une demi-oreille. C'est trop lourd. Si t'écoutes d'une demi-oreille, c'est que c'est un peu trop lourd ou pas? Parce que pour moi, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, de voir à quel point tu vas retrouver dans un système qui justement qui se lève need me. Ah, t'es en plein Warhammer, c'est pour ça. Je comprends mieux. Pour le coup, c'est vraiment intéressant de voir que le système en fait te fait croire que c'est libre, qu'on est les bons, et ainsi de suite. Ils vont jouer sur ces valeurs-là, notamment quand tu vas avoir un élément un peu traumatique. Là, en l'occurrence, les attentats du 11 septembre, où du coup, on peut même partir sur un discours beaucoup plus binaire, en fait, justement, mettre d'un côté, regardez, il y a les gentils, nous, puis en face, il y a les méchants, les autres. C'est vrai que ça aide en plus parce que ça permet de donner une réponse, ça permet de donner une action. Quand vous êtes dans un état où vous avez peur, où vous êtes justement dans une, comment dire, dans une position où vous avez des besoins de sécurité qui ne sont pas satisfaits, vous pouvez très facilement justement tomber dans les dérives comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une situation où vous avez un besoin de sécurité qui s'exprime parce que vous avez peur pour différentes raisons, si on vous apporte une réponse, même si c'est une mauvaise réponse, c'est une réponse. Ça vous permet de donner un exécutoire. Ça vous permet de vous dire, si je pars là-dedans, je fais quelque chose. Je suis plus quelqu'un qui est en train de subir, je fais quelque chose, même si cette chose est mauvaise. Et c'est typiquement ce qui s'est passé. Là, il avait un besoin de justement se sentir protégé, de sentir qu'il protégeait les autres. Il avait besoin de pouvoir remplir ça. Et là, l'État lui a apporté quelque chose en lui disant, regarde, nous sommes les gentils. Là-bas, c'est les méchants. Viens avec nous. Tu vas pouvoir nous aider à vous protéger. Tu vas pouvoir nous aider, toi, faire quelque chose pour les gens qui comptent pour toi. Et tu vois qu'ils utilisent ça justement pour te faire rentrer dans le système. Et une fois que tu es dedans, tu penses que c'est bon, on est les gentils. Et même quand tu commences à avoir 2-3 trucs qui vont pas, tu vas avoir tendance à dire non, mais on est les gentils, donc c'est pas grave, c'est contrôlé, c'est bon, ça passe. Et tu vas trouver des excuses, tu vas faire tu vas nier en fait, tout simplement. Parce que ça te conforte dans le fait que tu fais quelque chose, tu protèges les gens. Jusqu'au moment où, en l'occurrence, pour Snowden, grâce notamment au parcours qu'il a eu, grâce notamment aux gens qui ont été autour de lui, et bien justement, il s'est senti suffisamment en conscience pour à un moment donné regarder droit dans les yeux la peur, d'aller voir qu'est-ce qui lui fait peur et de se rendre compte de l'écueil du coup. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, justement. C'est pour ça qu'on insiste là, notamment sur la fin du chapitre, sur ça. C'est pas sans raison. Vici, elle insiste sur ça parce qu'il faut bien que justement, il faut comprendre, il faut avoir un environnement qui nous permet de nous sentir suffisamment en confiance pour regarder la peur. Tant que vous n'avez pas cet environnement qui vous rassure, qui est là pour vous dire c'est bon, tu peux arrêter de courir tout droit 30 secondes, tu peux prendre le temps de regarder. Tant que tu n'as pas cet environnement, tu vas toujours être en train de courir tout droit. Donc tu vas toujours aller de l'avant, même à tort. Et souvent à tort d'ailleurs, puisque peut-être que ça a été une bonne direction à un moment donné, mais on évolue, le contexte évolue, et même si fut un temps c'était le bon endroit, c'était la bonne direction, peut-être qu'aujourd'hui ça l'est plus du tout, et qu'il faut justement au contraire reprendre le temps de se dire, bon, là j'allais dans cette direction, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pertinent? Peut-être pas. Bon, du coup on va peut-être relever le pied un petit peu, puis repartir dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver quand justement vous avez votre besoin de sécurité qui s'exprime parce que justement le conditionnement, enfin le contexte n'est pas satisfaisant pour ça. À ce moment-là, vous continuez à courir en ligne droite en pensant faire des trucs parce que vous faites des trucs de fait, mais potentiellement c'est du gros plantage quoi. J'entends des échos avec des structures sociales d'autorité, d'aliénation et d'allégeance. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Résumons les étapes. Plus qu'un arrêt de l'obéissance ou d'une désobéissance aux règles injustes. Ici, il y a en plus une révélation d'un jeu extra sec et de ses méfaits, dans les détails, afin que chacun puisse mesurer vraiment ce qui se passe dans l'environnement dénoncé. Selon le type de révélation et de stratégie de l'environnement révélé, il peut y avoir des conséquences plus ou moins menaçantes et dangereuses. Il y a donc de nombreuses étapes. Comprendre que dans cet environnement, on souffre, que les autres souffrent, comment ce qui s'y fait est une atteinte à leurs droits fondamentaux, ou encore comment cela nuit à la société tout entière. Parfois, ce n'est pas forcément possible, tenter de régler directement les problèmes sur le terrain, si on a les ressources, et surtout si on a le pouvoir de le faire. Parfois, ce n'est pas forcément possible, utiliser des voies légales de transmission d'informations, de voies prévues pour régler les problèmes afin de voir si cela peut être réglé, ou si il y a une indifférence ou encore une offensive contre celui qui veut changer les processus causant de la souffrance. Là, typiquement, on est
dans le cadre du monde du travail, sur des relais comme, dans le premier cas, vous êtes un manager, vous êtes quelqu'un qui est dans la structure, on va dire décisionnaire, vous pouvez avoir une influence directe. Vous pouvez avoir une influence directe et vous pouvez tenter en fait, puisque vous avez le pouvoir effectif dans la structure, de faire changer les choses, bah, vous pouvez essayer de faire changer les choses. Comme c'est dit dans le livre, comme le dit V6, c'est pas forcément possible. C'est pas forcément possible tout le temps. Là, je prends l'exemple concret du monde du travail, parce que c'est simple de voir du coup l'image, mais quand vous lancez d'alerte sur tout un tas de structures en fait qui peuvent exister et qui ne sont pas forcément des structures de travail. Donc pour le coup, vous n'avez pas forcément cette possibilité-là. Dans le deuxième cas, utiliser des voies légales de transmission, toujours en prenant le cas du monde du travail en particulier, c'est tout simplement vous êtes un membre d'un syndicat ouvrier ou ce genre de choses et vous allez faire des signalements qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion des risques, il y a des problèmes au niveau de la gestion du management et ainsi de suite. Et là, essayer de faire remonter peut-être à l'inspection du travail, ce genre de choses, justement ces problèmes-là. Et encore une fois, bah, c'est pas toujours possible et ça permet notamment de voir les résistances qui se mettent en place. Notamment quand on parle d'une offensive contre celui qui veut changer les processus causant de la souffrance, vous avez des cas en France, mais pas que là, mais en France, on en a eu notamment dernièrement un truc qui a fait un peu de bruit. On se retrouve avec des patrons d'entreprise qui essayent de payer des mercenaires. On en est là, hein, quand même. Hein. En France, on en est là en 2022. Des patrons qui essayent de payer des mercenaires pour faire assassiner un syndicaliste. Voilà. Niveau offensive, on est sur du haut level quand même. Hein. Alors, étonnamment, ils se sont fait choper, donc du coup, il n'y a pas eu d'assassinat, tant mieux. Mais on est quand même sur un très très haut niveau de merde. Oui, on avait fait ça en plus lors de la revue d'articles il y a déjà quelques temps, parce que du coup, c'est quand on faisait la revue d'articles d'actualité. C'était cet été, je crois. Il y avait eu un dossier là-dessus, et c'est un truc qui a 1 an ou 2. Et le procès était en train de se faire, ou s'est fait juste avant l'été. Et du coup, il y avait un dossier qui reprenait l'état justement de cette histoire, qui nous expliquait un peu comment ça s'était mis en place et tout. Et en fait, bah, c'est des anciens de forces militaires, je crois, qui ont été en retraite et qui du coup en retraite ont monté un cabinet de sécurité et qui en fait ont commencé complètement à faire des missions un peu en sous-main foireuse, notamment pour des patrons. Et littéralement, ça a été des espèces de mercenaires du cul qui étaient prêts à assassiner un syndicaliste ou une syndicaliste. Je crois que c'était une femme, je crois que c'était une syndicaliste parce que le patron l'avait demandé quoi. Et t'es là et tu fais ah ouais d'accord, ok. En France en 2022 on en est là. T'as des patrons qui essaient de faire assassiner des syndicalistes parce qu'ils sont syndicalistes. Ok, cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Bon, là on est sur le cas de la France où concrètement ça arrive extrêmement rarement, encore heureux, et qui se font choper. Dans des pays où pour le coup on a des niveaux de corruption et notamment de milices privées beaucoup plus présents, je pense par exemple aux pays qu'on exploite en Afrique ou en Amérique latine, ce genre de choses, clairement les entreprises le font et on le sait. Vous avez des entreprises comme par exemple la United Fruit Company, qui est très connue, qui est aujourd'hui la Chiquita, c'est le nom de l'entreprise actuellement, c'est Chiquita. On sait qu'elle a participé à des coups d'État, notamment fascistes, parce que c'était à leur avantage économique, et que du coup ils ont financé des milices privées pour justement aller faire tuer, aller mettre à mort les méchants syndicalistes qui osaient relever les problèmes dans les entreprises. Donc on voit quand même qu'au niveau offensif, on peut avoir des choses extrêmement graves, et notamment dans l'histoire récente, encore une fois dans l'histoire récente. Donc c'est vrai que c'est pas forcément possible d'utiliser des voies légales, malheureusement pour relever les problèmes, ça ne marche pas forcément. Et en plus de ça, au-delà des offensives contre celui qui veut relever le problème, vous avez, comme le dit le texte, tout simplement de voir s'il n'y a pas une indifférence. Ça aussi, il y en a de manière conséquente. Personnellement, il m'est déjà arrivé de relever des problèmes divers et variés quand j'étais conseiller en entreprise, et où très clairement la direction me dit: «Je m'en branle, je m'en fous». Et là, tu fais: «Bah, d'accord, mais c'est quand même un gros problème de harcèlement». En l'occurrence, là, c'était un problème de harcèlement sexuel envers une femme. Heu, Ça serait peut-être bien de se motiver, en fait. Et on te dit: «Non, non, mais de toute façon, c'est qu'elle comprend pas les blagues». Et tu vois qu'il y a vraiment ce système d'indifférence, de négation et ainsi de suite. Bon, évidemment, là, dans le cas présent, en plus, ça interagit avec notamment tous les problèmes de patriarcat dégueulasse, tout ça, tout ça. Mais bon, bref, vous voyez des situations où il y a des voies légales pour les remonter, les problèmes, mais que même quand vous les remontez, il y a une indifférence générale. Sans forcément aller dans une offensive contre celui qui remonte le problème, on peut juste avoir un «je m'en bats les couilles» fini. Et là, vous vous dites: «Bon, bah, du coup, on fait quoi?» On fait quoi? Et donc du coup, bah, on passe à la suite. Comprendre au mieux les processus qui causent cette souffrance, à investiguer sur la façon dont elle fonctionne, avoir une image complète du système. Parallèlement à l'étape précédente, constituer un dossier
une enquête, avec le maximum de preuves qui détaillent comment sont conçus et œuvrent ces processus malsains. Le lanceur d'alerte met alors en œuvre ses compétences personnelles, professionnelles, académiques, etc., qui permettent de sélectionner, d'analyser ces processus en profondeur. Il peut être aidé par d'autres personnes ayant d'autres compétences et savoir, pouvoir en termes de protection. Des journalistes, des spécialistes de la loi, des membres d'ONG, des mentors, etc. Sortir ce dossier, le présenter à l'extérieur. Ici, une aide par d'autres personnes spécialistes est souvent indispensable. Il y a de nombreux guides juridiques à la disposition qui détaillent les mesures de sécurité possibles et comment rendre le lancement d'alerte efficace. Le guide du lanceur d'alerte de la CGT, par exemple, le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte, Transparency International France, le guide orientation et protection des lanceurs d'alerte, défenseurs des droits, les ressources de l'association La Maison des lanceurs d'alerte, etc. Effectivement, vous avez de plus en plus de ressources qui sont disponibles par des associations, par des structures, par des institutions diverses et variées qui peuvent vous permettre justement de voir, de comprendre comment ça fonctionne et essayer de se protéger de tout ça. Est-ce autodéterminateur? Le lancement d'alerte est presque une preuve en soi d'autodétermination, d'émancipation, d'une logique anti-autodétermination. Autonomie. La puissance d'agir s'exprime dans le lancement d'alerte, qui est altruiste et vise le meilleur bien-être des autres. Le désintéressement des lanceurs d'alerte est très clair, parce que l'acte demande bien souvent des prises de risques, une perte de tous les avantages matériels et confort qu'il y a à obéir. Bien que le contenu des révélations ou des témoignages puisse être intrinsèquement pénible, il nourrit à terme l'autonomie des gens, puisqu'il offre plus de possibilités de décider, ce qui n'est pas le cas quand on n'a qu'une seule partie de la vérité ou une illusion à disposition. On ne peut pas prendre des décisions dans un environnement si l'on ne sait pas comment il fonctionne, si on n'a pas une idée de ses buts, de ses actions. Offrir l'information détaillée concernant ces environnements permet aux personnes de décider de ce qu'elles veulent en faire, même pour des lanceurs d'alerte plus modestes, comme on l'a vu pour McDonald's. Savoir cela, en tant que tiers, nous permet de comprendre les personnes qui y travaillent, de modérer notre jugement social, de modeler notre attitude vis-à-vis d'elles. Comment bien les soutenir, les protéger, voire d'envisager le boycott, ou encore l'infiltration, si l'on veut s'y confronter également. L'information, c'est le pouvoir, et ceux qui la délivrent nous en puissantent. Et bonjour Corcoro. Peut-être que je dis de la D. Peut-être que je dis de la D. Je sais pas pourquoi de la D. Parce que j'écoute que d'une oreille avec le taf, mais du coup, ton boulot en tant que psy du travail, il est important. Même si la hiérarchie s'en balèque, tu peux toujours agir autrement, comme expliqué dans le passage que tu dis. Tout à fait. Personnellement, ce que je faisais, c'est que, en fait, j'envoyais des dossiers. J'envoyais des dossiers au niveau de l'inspection du travail. Le problème étant que en France, en fait, l'inspection du travail, ils ont à peu près 10 000 personnes, 10 à 15 000 personnes en effectif. Et pour pouvoir faire un travail à peu près correct, il faudrait qu'il soit le triple. Donc en fait, tu te retrouves avec des institutions qui sont complètement surchargées de travail, qui ne peuvent pas intervenir partout, tout le temps, et qui choisissent en fait en fonction de la gravité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que même si ce que tu relèves et ce que tu révèles est grave, ce qui va se passer en fait, c'est que concrètement, ils vont regarder ton dossier, ils vont regarder le dossier d'à côté, et ils vont regarder lequel des deux est un peu plus grave en termes de conséquences, et puis ils vont prioriser l'autre. Voilà, tu vas te retrouver dans ce genre de situation-là. En fait, c'est extrêmement triste hein, et c'est extrêmement grave qu'on en soit là. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment pété un câble personnellement. Mais c'est typiquement le genre de choses que j'ai fait, c'est envoyer des dossiers en fait à l'inspection du travail, envoyer des dossiers au syndicat. Ça aussi, ça m'est arrivé 2-3 fois. De faire malheureusement, par erreur, oh là là, fuiter un dossier aux membres, qui sont alors à l'époque c'était CHSCT tout ça, aux membres des institutions en fait qui a justement de protection au niveau des structures d'elles-mêmes. Il m'est déjà arrivé que par erreur et par hasard, malheureusement, j'ai laissé un dossier qu'il ne fallait pas sur le bureau d'un représentant du personnel. Ce sont des choses qui arrivent, des erreurs hein, tragiques, et qui expliquent justement des choses que j'ai vues et des dysfonctionnements graves qui n'ont pas été pris en compte par la direction. C'est triste, hein, quelle erreur. Mais au bout d'un moment, en fait, t'es fatigué. Et personnellement, j'avais pas de quoi continuer le combat, en fait. Et il faut comprendre que moi, j'ai beau avoir plein d'envie de changer les choses, je suis pas immortel et je suis pas non plus suffisamment solide pour ça. Et il y a un moment, en fait, t'es fatigué.
tu fatigué alors que tu es jeune et que, tu as encore toute ta vie devant toi, hein. Tu fatigué quand même, en fait, parce que tu as beau te casser le cul, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de travail. Par exemple, moi, en tant que conseiller externe, je dépends de missions. Il faut qu'on m'offre une mission. J'étais travailleur indépendant, enfin, comme aujourd'hui, quoi. Mais du coup, non, non, je sais que c'est pas un reproche, mais c'est pour expliquer aussi pourquoi, à un moment donné, tu peux aussi, ne pas le faire. Et le texte a raison de dire qu'on peut le faire et qu'il faut prendre conscience qu'on puisse le faire, mais il faut aussi, pour le coup, ne pas juger les gens qui ne le font pas. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on a beaucoup de raisons de ne pas le faire ou de ne plus le faire. Et c'est vrai que moi, ma manière d'alerter, du coup, c'est celle-là. Ma manière d'alerter, c'est de passer par le stream, c'est d'essayer de passer par de la vulgarisation de sciences sociales, c'est le fait de passer par de la lecture. Parce que les autres voies que j'ai utilisées avant, pour notamment pouvoir faire justement ce travail-là, d'essayer de régler les problèmes que je constatais, trop souvent, bah, en fait, ça se conclut par le fait que le patron, en fait, il y a beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de réseaux en fait, qui existent au niveau des patrons, hein, qui échangent entre eux, hein, tout simplement. Et ton nom, il s'échange très vite. Ton nom, il s'échange très très vite. Moi, je sais que dans la région où je suis, alors peut-être que maintenant, vu qu'il s'est passé quelques années, c'est peut-être moins le cas, mais je sais que fut un temps, parce que notamment un patron que je connaissais pour d'autres raisons me l'a dit en toute franchise, en me disant que du coup non, il me recruterait jamais, au passage, c'est que justement mon nom s'échange et c'est échangé comme quoi je suis un emmerdeur, comme quoi justement je suis une personne qui les emmerde parce que je signale les problèmes et que je laisse pas passer les trucs. Et du coup, ce qui se passe concrètement, c'est que les patrons ils t'engagent pas en fait. Et si tu t'engages pas alors que c'est ton travail, tu te retrouves à devoir faire quoi? Bah, éventuellement, tu changes de boulot, tu changes de région, tu fais quelque chose, mais à un moment donné, tu te retrouves bloqué, quoi, en fait. Mais même si tu fais en sous-marin, même si tu fais en sous-marin, tu te fais choper toujours tôt ou tard, parce que les gens, ils sont pas cons. Si tu as un problème qui existe depuis des années, par exemple de harcèlement sexuel, on va prendre un cas que je connais. Si tu prends un cas de harcèlement sexuel qui est connu depuis des années, qui est présent depuis des années, tu as un conseiller externe qui arrive, qui te relève le problème, tu l'envoies péter, il te redit plusieurs fois, non, vraiment, il faut le prendre en compte parce que vraiment, il y a un truc à faire là, il faut se bouger. On continue à t'envoyer péter, on te dit que non, c'est de l'humour, patati, tu comprends pas. Et que juste derrière, étonnamment, tu vas arriver l'inspection du travail, genre une semaine après. Tu peux le faire en sous-marin, à un moment donné, en fait, non. Ils sont pas cons, quoi, hein. Ils savent pas que c'est toi, mais ils savent que c'est toi. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont pas récents, qui n'apparaissent pas comme ça en claquant des doigts et qui ne sont pas apparus parce que moi je suis arrivé. C'est des problèmes qui sont là depuis très longtemps. Des fois, il y a des années de problèmes qui sont présents. Et le truc, c'est qu'il n'y a jamais rien ni personne qui a bougé. Et t'es la seule personne qui a bougé en fait. T'es la seule personne qui est arrivée, qui a changé dans l'environnement. Et c'est après ça que ça bouge. Pas possible de faire fuiter quelques mois. Et ben alors le problème qu'il y a derrière, c'est que du coup, tu prends sciemment la responsabilité de laisser des gens continuer à souffrir pendant des mois. Tu prends sciemment le fait de laisser des gens souffrir pendant des mois. Est-ce que c'est valide? Est-ce que toi ça te va? Personnellement, moi ça me va pas. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre tout à fait l'aspect stratégique qu'il y a à faire ça. Il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, je ne jugerai pas. Mais personnellement, je peux pas. Si je vois qu'il y a un problème et que notamment je vois des gens qui sont en très grande souffrance, des gens qui en arrivent à juste vouloir se foutre leur vie en l'air, personnellement, c'est pas possible de laisser attendre quelques mois pour ne pas être inquiété. J'avoue que personnellement, c'est pas possible pour moi. Je peux pas. Je peux pas. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer ma manière d'alerter sur ce genre de problème. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai décidé de passer en tant que streamer, parce que, et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs plusieurs fois sur les streams, j'ai l'impression d'avoir un impact plus important en étant un petit streamer qui a 10 personnes en viewer constant, que ce que j'ai fait pendant des années en tant que conseiller externe. J'ai l'impression que mon impact est plus pertinent comme ça, et que je fais plus quelque chose d'efficace comme ça qu'autrement. Ce qui est extrêmement triste, hein, du coup, de mon impact auparavant, mais vraiment, on en est là. Hein, quoi? T'as été séquestré et violé? Mais c'était pour rire, tu comprends? C'est pas de l'humour, allez, rigole un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, heureusement, pas à ce niveau-là, pas à ce point-là, mais effectivement, t'as des gens qui sont très très lourds et qui ont pu avoir des gestes et des comportements violents, hein, en l'occurrence. Et c'est pas parce que on va dire oui, non mais attends, ça va, il a pas mis une baffe, il a juste serré un peu très fortement le bras, il a coincé dans un placard que ça passe. Non, en fait, ça passe pas. Ça passe pas. Et tant que tu retiens l'information, même si c'est juste pour quelques mois, tu laisses ça aller plus loin potentiellement. Tu laisses ça abuser. Et c'est déjà trop que de l'avoir laissé abuser pendant des années, en fait, et que la boîte continue à rien faire. Pour moi, c'est déjà non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment vas-tu, Sylmaril? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Je continue la lecture. Quand même.
Compétence, le lancement d'alerte est en lui-même une compétence qui surgit à partir des autres compétences de la personne. On le voit à la fin du témoignage de Snowden, il rivalise de créativité pour créer un contexte social positif avec les gardiens afin de s'aider à agir et lutter contre ses angoisses. De façon plus générale, les désobéissances demandent à rendre flexibles les compétences que l'on avait déjà pour qu'elles servent de nouveaux buts. Elles doivent se développer dans un nouveau sens, où l'on doit apprendre ces nouvelles choses, faire preuve d'une nouvelle créativité, jongler avec de nouveaux défis. Savoir comment un environnement social fonctionne, comment est-ce qu'il détruit, ses défauts, qualités, ça permet de nourrir sa compétence lorsqu'on crée, qu'on gère un autre. Il permet aussi de se préparer si l'on est amené à côtoyer un même genre d'environnement, voire même un environnement totalement différent. Comme on l'a dit, le lancement d'alerte en devient une compétence à part entière, donc voir en détail comment une alerte s'est déroulée nous montre comment on pourrait en faire nous aussi. Proximité sociale. Évidemment, ce n'est pas dans l'environnement destructeur que cette proximité sociale va être nourrie, mais à l'extérieur. On voit que Snowden souffrait de considérablement de la solitude entre sa prise de décision et le passage à l'acte. Mais ses actes et sa présence sont à présent connectés au monde entier, d'une façon enrichissante et sécurisante. Malgré ces révélations troublantes, il est aussi l'exemple qu'il existe des personnes inconnues à qui on peut porter une confiance pour nous aider, lever les mensonges et révéler les destructivités cachées. Cependant, selon la puissance des environnements destructeurs, leur offensive et leur contexte, la personne pourrait être détruite avant même d'avoir le temps de pouvoir se reconnecter au monde. Par exemple, de nombreux résistants et sauveteurs durant la Seconde Guerre mondiale ont été torturés, mis à mort, de leur, avant même que l'espace de leur montrer de la gratitude puisse exister à nouveau. Ouais. La phrase est bizarre, je trouve, mais ok. Ils résonnent encore dans nos livres d'histoire, leurs actes et leur courage peuvent nous nourrir encore. La proximité sociale n'est pas forcément une proximité physique. On peut se sentir connecté dans le temps, une vie peut résonner en nous, partager quelque chose à travers les actes que l'histoire rapporte, à travers les œuvres, à travers les traces qu'elle ou elle a laissées. Une vie peut résonner en nous, on peut s'y sentir connecté. Savoir qu'il y a des lanceurs d'alerte augmente le sentiment de sécurité, de confiance vis-à-vis des humains. Il peut y avoir des gens soucieux du bien-être de l'humanité qui ne seront pas soumis aux environnements destructeurs et qui feront en sorte de les changer d'une manière ou d'une autre. Le monde n'est pas empli de méchants, il y a d'autres voies possibles, notamment celui de l'altruisme courageux, altruisme qui peut nous libérer en dévoilant les mécanismes de l'oppression, mécanismes qu'on pourra alors combattre à leur côté. Motivation intrinsèque. Snowden rapporte dans son enfance et même un peu au-delà, une très puissante motivation intrinsèque pour l'informatique. La bidouille, apprendre toujours plus. Ses parents ont nourri et n'ont pas sapé cette motivation qui a pu alors s'étendre. Seul le choc du 11 septembre semble opérer une rupture dans cette motivation. Il ne s'agissait pas d'œuvrer juste parce qu'il aimait œuvrer, à ceux qui l'œuvrent, mais de le faire pour les raisons patriotes, allégeantes au discours dominant. Cependant, on voit dans sa biographie que sa curiosité perce souvent au-delà de cette allégeance. Par exemple, dans son premier poste à la NSA, où il va fouiner directement les dossiers mystérieux. Par exemple, ceux sur les ovnis. Même s'il y a une sorte de traumatisme qui a opéré une rupture de sa motivation, elle reste toujours un peu présente de façon autonome. La motivation extrinsèque. Tranquille, j'écoute en jouant. Et toi? Eh ben écoute, moi ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va en vrai. Comme d'habitude, je m'éclate sur la lecture. Elle est super intéressante et cette partie sur Snowden est vraiment vraiment bien. Je la trouve vraiment cool, vraiment très intéressante. Donc c'est grave intéressant. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Motivation extrinsèque. Difficile de qualifier les motivations extrinsèques qu'il vit durant son allégeance à la guerre et aux politiques dominantes, malgré le fait qu'il avoue ne rien y connaître à ce moment-là. Son zèle au départ de la NS... je vais y arriver. Son zèle au départ à la NSA n'a rien d'une régulation externe ni d'introjection. Il aurait plus en rapport à une régulation identifiée qui apparaît, compartimentée, mais pas tant par déni, mais plutôt par méconnaissance politique et par méconnaissance des faits. Peut-être innervé de divers sentiments négatifs comme l'angoisse, la peur. Il y a une forte compartimentation lorsqu'il aborde cette période de refoulement au début de ses premiers doutes. Là, il ne s'agit plus de méconnaissance, il sait l'existence de la surveillance de masse. Il n'est pas d'accord avec ce principe et en plus, il a participé activement à la construire. D'un autre côté, il continue dans l'allégeance à son travail, il supprime les pensées gênantes. Cette période apparaît comme un combat psychique en lui, où finalement, il choisit une régulation intégrée, une cohérence entre ses valeurs, sa culture de hacker, ses motivations intrinsèques, ses principes, ses pensées, ses émotions, qui lui demandent de poursuivre l'enquête, puis le lancement d'alerte. Ainsi, je pense que cet exemple du combat psychique de Snowden nous donne vraiment une grande leçon d'humilité et d'autocompassion. Parfois, oui, on sera compartimenté. Dans des régulations incohérentes, non autodéterminées, sous contrôle malsain de l'extérieur, mais non consenti de notre part.
plutôt que de se culpabiliser, d'essentialiser cet état comme étant de notre nature, il y a peut-être à le considérer comme une étape. Peut-être que ça nous permettra ensuite d'avoir une force et un courage décuplés pour résoudre le problème. On voit aussi cela chez presque tous les témoins des exemples vus précédemment. Certains tombent dans des régulations malsaines, devenant instruments du pire. Mais ce n'est pas un verdict fatal. Leurs comportements peuvent se transformer en l'exact inverse. Et on arrive à la prochaine partie qui est construction, l'environnement autogouverné. Et vu que ça fait un bon moment pour la VOD, on va s'arrêter là. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD. On a bien blablaté, beaucoup, vraiment. J'espère que c'était cool. Et puis à très bientôt pour la suite. Des bisous, ciao ciao ciao.